Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, toujours en compagnie de mon complice de toujours, Charles Daigneault, à 2 mètres de distance cette fois. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors moi, ce soir, je vais parler d'un crime non résolu qui implique des gens fort célèbres. D'ailleurs, le meurtre de Sir Harry Oakes aux Bahamas en 1943. Mais tout d'abord, on va parler d'un événement, enfin d'un moment historique assez particulier. On va parler de chemin de fer, en particulier quand le train roulait sur la glace. Oui, imaginez le tableau. C'est l'hiver, au plus profond de l'hiver, au plus froid. Et puis, on est là, on voit un train qui traverse entre Longueuil et Montréal sur la glace. Le tableau me semble un peu dangereux, alors que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas nécessairement nouveau. Maintenant, comment tout ça s'est réalisé, comment on est rendu là, bien, c'est intimement lié à l'histoire du développement du chemin de fer. D'ailleurs, l'économie canadienne et puis les fondements de la Confédération sont liés justement au développement du chemin de fer transcanadien. Alors, au 19e siècle, à partir du milieu du 19e siècle, on s'est trouvé dans une situation d'effervescence. C'était pas unique au Canada, à l'époque, à la Confédération. Le chemin de fer a permis l'entrée, par exemple, de la Colombie-Britannique dans la dite Confédération sous la promesse de réunir les 2 extrémités du pays, c'est-à-dire les maritimes et le Pacifique. Pour ce faire, plusieurs compagnies ont vu le jour. La raison étant simple, le gouvernement canadien, à l'époque, distribuait des fonds et puis des contrats, soit pour des compagnies privées et aussi des syndicats pour la réalisation de ce grand projet national. Alors, on va revenir un peu en arrière à l'époque où les ponts n'étaient pas encore construits. Dès les premiers hivers du régime français, on s'est attaqué à domestiquer les cours d'eau, les lacs et surtout le fleuve. Montréal, Hochelaga s'est établi à ce moment-là. On a commencé à utiliser les canaux d'écorce. Après ça, ça a été les passeurs, les bacs hippomobiles, par exemple, entre Québec, Montréal. Mais l'hiver, tout arrêtait. On faisait un pont de glace. Et puis ça, c'était très folklorique à l'époque. Du moment que les gaz prenaient, par exemple, entre Québec et Lévis, immédiatement, on faisait le pont. Puis là, les gens s'y aventuraient en carriole, à pied. Et puis, on installait ce qu'on appelait des caboulots, qui étaient des petites cabanes tout le long du... Et puis là, les gens arrêtaient là pour se réchauffer avec un petit blanc, un petit peu d'alcool. Ce qui avait l'avantage, c'est que comme on n'était pas sur le territoire de la ville, on ne payait pas de taxes. Entre autres, mais désavantage, c'est qu'on ne pouvait pas estimer la durée du pont en question. Quelquefois, ça pouvait être, par exemple, de janvier à aller à mars. D'autres fois, on pouvait peut-être parler de janvier à avril. Et puis, le restant du temps, la traversée se faisait par les moyens traditionnels. D'ailleurs, la dynastie des passeurs du fleuve, ça a donné naissance à certaines légendes comme la tête à Soulard. Peut-être qu'on va raconter ça un de ces 4. C'est une autre histoire à dormir debout. Et puis, il va falloir attendre la fin du 19e siècle, en 1859, en fait, pour qu'il y ait le premier pont. C'est le pont Victoria qui a été amené à l'époque et puis qui était utilisé par la compagnie ferroviaire du Grand Tronc. Donc, c'est le passage entre la rive sud, ce qui est à Longueuil, et Montréal. Eux autres, ils ne voulaient pas ouvrir ça à la compétition dans les premiers temps. Longueuil, même, c'est devenu un peu une plaque tournante du trafic ferroviaire où plusieurs de ces compagnies champignons-là qui ont vu le jour à l'époque, qui ont été fondées puis qui ont été revendues, rachetées, qui ont passé de main en main. Longueuil était devenu un centre, ce qu'on appelait à l'époque un hub dans le terme ferroviaire, qui est ni plus moins qu'une centrale où plusieurs se rejoignent. Il y a aussi l'intermodal de l'époque avec le transport maritime qui se faisait à Longueuil. Donc, la population
petite population de Longueuil a connu une croissance à cause de cet apport économique-là. Mais, évidemment, arrive 1859, là, à ce moment-là, depuis quelques années, d'ailleurs, ça déclinait. Là. Il est en train de perdre son statut, cette ville-là. Et puis, pour le regagner, ben, on a décidé d'agrandir les voies ferrées et puis d'étendre le réseau, mais on se heurtait toujours à la fameuse traversée. C'est là qu'arrive en scène... Il faut dire, pour ce qui est de la traversée, d'ailleurs, que quand on le faisait en canot ou en bateau, entre le moment où les glaces dégelaient et le moment où elles étaient complètement parties, c'était une aventure. Oui, on a juste regardé la course en canot à Québec au moment du... direct, exactement. Le canot à glace est né de ce besoin-là. Les ponts de glace d'époque aussi. Mais là, on va être vers le milieu du 19e siècle, arrive en scène un dénommé Louis Adélard Sénécal. Alors, cet homme-là, c'est un des premiers grands hommes d'affaires canadiens-français. Sa réputation à l'époque était telle que même ses compétiteurs du côté anglais l'avaient surnommé le roi non couronné du fleuve. Il était à l'époque propriétaire d'une flotte maritime composée de 11 navires, 89 barges. Il était, comme j'ai mentionné, dans les chemins de fer aussi. Parmi ces compagnies ferroviaires, il y avait le chemin du Nord, le fameux petit train du curé Labelle, et aussi le chemin de fer de Drummondville-Arthabasca. Donc, on voit qu'il était quand même bien implanté ici au Québec. C'était aussi, il était très près des politiciens de l'époque. Okay? C'était l'éminence grise de Joseph-Adolphe Chapleau, qui était premier ministre conservateur du Québec, leader du parti, en fait. Et puis, on l'a comparé souvent à Hugh Gallen, qui était le directeur de la Canadian Pacific Railway, qui était à l'époque le magnat suprême ici au Canada. Et puis, même sa célébrité a perduré jusqu'au 21e siècle parce qu'il y a une bande dessinée du célèbre cowboy Lucky Luke, je n'ai pas lu, la BD, qui met justement en scène Louis Adélard comme, j'imagine, le promoteur ferroviaire auquel va se heurter notre héros. Il faut dire qu'il emmenait tellement large en politique qu'il y avait même un surnom pour les gens, les politiciens que lui soutenait, etc. On les appelait les sénécaleux. Les Sénécaleux, et puis aussi au Québec, avec Chapleau et un autre complice qui était propriétaire des journaux à l'époque, on l'a nommé le Triumvirat. Donc, c'était quelqu'un qui avait quand même un énorme poids politique. On va voir comment que ça l'a dirigé, vers quoi ça l'a dirigé un petit peu plus tard. Maintenant, pour revenir à Longueuil, Longueuil était en train de perdre son statut de centre ferroviaire. Donc, parmi toutes ces compagnies-là, il y avait la la QMMO, c'était Québec, Montréal, Ottawa Occidental, parce qu'il y avait des noms à coucher dehors, qui étaient justement à propriété de notre ami Sénécal. Son plan, c'était de vendre ça aux Canadiens Pacifiques. Malheureusement, à cause que le pont Victoria était propriété du Grand Tronc, il ne pouvait pas traverser. Donc, voilà l'origine du concept du pont de glace ferroviaire. Donc, on va s'y attaquer à l'aube de 1880. Le plan est mis en place. On ne peut pas utiliser les terminaux ferroviaires qui sont aussi des quais à cause justement de la dénivellation. Donc, on va faire un tracé qui va se prolonger sur 3 kilomètres. Le train va partir d'un aiguillage installé pour la circonstance à Longueuil, va traverser jusqu'à Hochelaga et va là prendre un autre aiguillage pour rejoindre justement le Petit Train du Nord, entre autres, et puis les autres compagnies là, qui sont les entrepôts maritimes, ainsi de suite, parce que là, il y a une possibilité de commerce direct avec le Maine. Donc, en utilisant la traversée, l'été, c'est le traversier rail, et l'hiver, ça va être le pont de glace. Alors, les locomotives de la QMMO vont être utilisées pour ça. Et puis, le 30 janvier 1880, le premier ministre Chapleau va inaugurer le pont de glace. C'est une vision assez incroyable de voir le train traverser comme ça, mais ça va connaître un succès mitigé.
Par exemple, la longueur, la première année, les gens vont l'utiliser beaucoup. La deuxième année, en 1881, il va y avoir 1200 wagons qui vont traverser. La troisième année va durer de janvier à mars, donc ça ne sera pas très, très profitable. Parce qu'il y a toujours les aléas de la météo. Ça dépend du temps c'est de la longueur de l'hiver. Exactement. La quatrième saison, c'est celle-là qui a été la moins profitable. Et puis, le pont va cesser ses activités en 1883. Il va y avoir un événement qui va se produire, parce que là, on s'attendait à ce que la locomotive et le train s'enfoncent. Et oui, c'est arrivé une fois, en 82, et puis la locomotive s'est enfoncée sous 30 pieds d'eau. Notre ami Sénécal, étant à bord, a réussi à s'en sauver à la dernière minute. Il n'a pas fait de victime. Et le lendemain, une deuxième locomotive revenait de service pendant qu'on renflouait la locomotive originale. Il faut dire aussi que cet exploit-là a été observé par la communauté scientifique internationale. On avait déjà vu ça justement en Russie, aux États-Unis et puis en Norvège. Mais c'était des ponts qui n'avaient pas duré longtemps et qui ne faisaient pas 3 km non plus. Alors, on va installer des poutres transversales à une distance de 7 pieds chacune. Sur ces poutres-là, vont installer les longrines, c'est-à-dire ceux qui vont supporter en dessous des rails et les traverses de chemin de fer à une distance de 3 pieds. Pourquoi on fait ça de même? Parce que, à cause de la situation géographique, on était dans la proximité des rapides de la Chine. Donc, il y avait des accumulations de glace et puis ça pouvait faire bouger un peu. Donc, la voie devait être flexible. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de catastrophes. Ça a été un succès quand même parce que ça va permettre à Sénécal de réaliser son projet de vendre la QMMOEP aux Canadiens Pacifique. Ce qui va être probablement son dernier succès commercial. Parce qu'en 1882, il se retire un peu des affaires et puis son ami Chapelot, pour le récompenser, va lui obtenir ce qu'il a toujours désiré, c'est-à-dire un poste de sénateur. Il ne pourra pas non plus en profiter parce que son train, lui, est arrivé quelques mois plus tard. Le dernier train pour son dernier voyage, il est mort la même année, en 1882. Alors, le pont de glace a été représenté dans l'art ici au Québec, et puis ça demeure quand même un exploit technique à plusieurs niveaux et un jalon dans le développement économique du Canada français. C'est assez drôle d'ailleurs que durant la Deuxième Guerre mondiale, en URSS, on a construit un pont de glace sur un lac pour approvisionner la ville de Leningrad qui était assiégée par les nazis. C'était la seule façon de passer à travers les troupes nazies. Et à l'époque, ça avait été annoncé comme étant quelque chose d'unique et de génial. On oubliait qu'il existait une certaine expérience dans ce domaine-là. Alors, voilà. Bon, ben merci. C'était une histoire très intéressante. Moi, je vais y aller avec un scandale et un crime non élucidé encore qui implique des gens assez importants et au centre de l'affaire, un Canadien, ou en tout cas un individu qui a été Canadien pendant un bout de temps. On parle du meurtre de Sir Harry Oakes, ou plutôt de Sir Harry Oakes, excusez-moi. Alors, Harry Oakes était né au Maine en 1874. Au départ, il ne paraissait pas destiné à s'appeler Sir un jour. D'abord parce qu'il était américain, puis ensuite parce qu'il avait étudié la médecine. Mais à un moment donné, la ruée vers l'or, vers le Klondike, il décide de s'en aller au Klondike pour chercher de l'or, puis vers l'Alaska. Il attrape la piqûre vraiment des mines. Il devient prospecteur et va se promener un petit peu à travers l'Amérique. Et finalement, en 1911, il prospecte à Svastika, en Ontario, une ville qui s'appelait comme ça, et puis à Kirkland Lake. Et c'est là, à Kirkland Lake, qu'il va trouver un filon important d'or et va faire fortune. Et là, va devenir un homme très riche et un pilier de la communauté. Il va devenir un des premiers maniaques du golf ici au Canada. Alors, il va embaucher le meilleur architecte de parcours de golf, un certain Stanley Thompson, pour lui construire un parcours neuf, un parcours de 9 trous, qui est à Niagara Falls et qui s'appelle aujourd'hui le Sir Harry Oakes Private Course, qui est encore là, qui s'appelle toujours comme ça, qui va être achevé en 1929.
Et ça va devenir... et ensuite, il va en faire construire d'autres. Il va être un donateur très généreux au niveau des infrastructures dans les municipalités. Donner de l'argent pour faire des parcs, des piscines, des écoles, etc. En 1923, il épouse Eunice Myrtle McIntyre à Sydney, en Australie. Il voyageait beaucoup aussi. Et ils s'étaient rencontrés à bord d'un bateau de croisière. Elle avait la moitié de son âge environ quand ils se sont mariés. Il devient citoyen canadien, sa femme aussi par le fait même, et ils vont avoir 5 enfants. Nancy, Patricia, Shirley, William Pitt, Harry, Philip. Il devient, avec une mine qui s'appelle Lakeshore, il va devenir le 2e plus gros producteur d'or en Amérique du Nord. Donc, immensément riche. Et donc, tout semble aller pour le mieux pour Sir Harry Oakes jusqu'en 1930. En 1930, élection fédérale, et il devient un important donateur du Parti libéral de William Lyon Mackenzie King. Malheureusement, les libéraux sont défaits par les conservateurs de R.B. Bennett, lesquels vont se venger, littéralement. Il y a quelque chose là, de vraiment très mesquin dans ça. Ils vont se venger en faisant un impôt spécifiquement sur la fortune de Harry Oakes. Ils vont même taxer les terres qu'il a données à des municipalités pour en faire des parcs. Et là, Monsieur Harry Oakes, d'abord, on y avait promis un siège au Sénat, il ne l'aura pas. Il n'est pas en très bonne santé. L'ensemble de ça finit par l'inciter à déménager. Il s'installe un bout de temps en Floride, à Miami, et là, il rencontre un homme d'affaires local qui lui explique que les Bahamas, qui sont tout près, c'est un paradis fiscal. Alors, il déménage aux Bahamas et prend la nationalité bahaméenne, et il amène tout son argent là-bas, bien sûr, et sa fortune. Il va devenir là-bas membre de la législature, du conseil législatif, donc sénateur, si on veut, et un important promoteur immobilier local. Il va recevoir en 1939 le titre de baron de la couronne britannique pour ses œuvres de bienfaisance en Angleterre et aux Bahamas. Les Bahamas, à l'époque, sont un petit pays de 70 000 habitants. Un gars qui répand sa fortune de cette façon-là par des donations, ça leur donne un sérieux coup de pouce. Il était, même surtout pendant la période de crise économique. Il a été invité là par un promoteur immobilier, Sir Harold Christie, qui était aussi un législateur, donc un député aux Bahamas. Et donc, il fait don de 500 000 américains en 2 legs à l'hôpital Saint-Georges de Londres. Il a donné 1 million à des œuvres caritatives aux Bahamas, 1 million de dollars américains à l'époque. On parle de 1939, là. Donc, il est devenu quelqu'un d'incontournable dans la colonie. Il a joué un rôle majeur dans l'expansion de l'aéroport, dans la capitale Nassau. Bref, c'est l'homme d'affaires dominant dans la colonie. C'est le résident le plus riche, le plus puissant et le plus important au début des années 40. Évidemment, il fréquente toute l'élite locale, ce qui l'amène à rencontrer le lieutenant-gouverneur de l'île, qui est quelqu'un qu'on connaît, le duc de Windsor et son épouse. Le duc de Windsor, vous me direz, on ne le connaît pas. Oui, on le connaît, c'est l'ex-roi Édouard VIII qui avait été obligé d'abdiquer pour épouser une Américaine divorcée, Wallis Simpson. Alors, la monarchie britannique l'ont enlevé, l'ont stationné, l'ont parqué aux Bahamas comme lieutenant-gouverneur. Il faut dire que ce cher ex-futur roi, c'est pas uniquement à cause de son mariage qu'on l'a forcé à abdiquer. En fait, c'était plus un prétexte. Dans les cercles gouvernants britanniques, on ne voulait pas l'avoir comme roi déjà d'avance parce qu'il était un petit peu trop proche des nazis. Et ça, c'est un côté qu'on parle moins parce que ça faisait tellement romantique l'histoire où il a démissionné par amour, etc. Il y a une petite histoire avec ça en arrière de ça. Toujours est-il que, donc, Sir Harry Oakes fréquente tout ce monde-là. Sa fille Nancy, en 1942, épouse un Français, le comte Alfred de Marigny, qui est un homme d'affaires prospère lui-même, originaire de l'île Maurice, connu de ses amis comme Freddy Marigny. Alors, il a des usines, il n'a pas besoin d'argent, c'est pas pour son argent qu'il épouse la jeune fille.
Tout le monde est très content. C'est le mariage de l'année. Ben oui, tout le monde est à l'aise là-dedans. Donc, et là, en 1940, Oakes s'est approché par un homme d'affaires qui s'appelle Frank Marshall, qui veut construire un casino aux Bahamas. Au début, Sir Harry est intéressé, mais il va se retirer parce qu'il va faire sa petite enquête et va découvrir que Marshall n'est qu'un prête-nom, un paravent, qui sert pour un groupe américain qui comprend, entre autres, Lucky Luciano et Meyer Lansky, deux des gangsters les plus célèbres et les plus puissants des États-Unis. Donc, il se retire de l'affaire. Et là, en 1943, le 8 juillet, Oakes est découvert, assassiné. Il a été frappé 4 fois derrière l'oreille gauche avec une pioche de mineur pour dissimuler des blessures déjà mortelles qui avaient été faites avec un pic à glace en argent. Vous savez, le genre qu'on sert pour casser la glace dans les seaux à champagne, etc. Et on a ensuite brûlé partout sur son corps en utilisant un insecticide. Et les flammes ont été concentrées autour des yeux. Son corps a été ensuite saupoudré de plumes provenant d'un matelas. Quand Oakes a été découvert, les plumes étaient encore là et il y avait le ventilateur de sa chambre qui faisait bouger les plumes encore un petit peu. Elles n'étaient pas toutes collées, donc ça n'a pas longtemps qu'il avait été tué quand son corps a été découvert. C'est déjà un meurtre extrêmement étrange. Il y a un côté rituel là-dedans. On cherche qu'est-ce que ça veut dire. Ça fait songer au vaudou un peu. Entre autres, le fait de mutiler puis de tuer avec un instrument contondant, ça fait quelque chose de personnel. Ça ne fait pas penser à un règlement de compte ou quoi que ce soit. Et c'est là que ça prend un tour encore plus étrange parce que la police bahaméenne, évidemment, veut enquêter. Le lieutenant-gouverneur, donc le duc de Windsor, retire l'enquête à la police bahaméenne et la confie à 2 détectives de Miami, James Barker et Edward Milcam, qui lui a déjà été garde du corps du duc de Windsor. On saura plus tard que c'est un ripou payé par la mafia. Donc, la mafia, les détectives, le duc, il y a un lien là. 36 heures après la découverte du corps, son gendre, Alfred de Marigny, est arrêté et accusé de meurtre. Imaginez-vous le scandale. Mais la fille, Nancy, engage son propre détective, un privé célèbre du nom de Raymond Chandler. Il fait sa propre enquête et il va permettre à l'avocat de Marigny de démontrer lors du procès que l'enquête officielle des 2 policiers de Miami était complètement bâclée. Marigny va être acquitté facilement. Mais là, on a tellement joué avec les preuves, etc., qu'on ne pourra plus jamais résoudre le meurtre. Et là, ça va être les théories du complot qui vont embarquer, qui impliquent généralement soit la mafia, soit les nazis, vu les connexions du duc avec les nazis. Je dirais cependant que, vu ce qu'on avait lu, moi je plancherais plus pour la mafia, peut-être. Peut-être que le fait d'avoir refusé de faire affaire avec eux autres, il y a des offres qu'on ne peut pas refuser, comme on sait depuis le film Le Parrain. Toujours est-il qu'en 1950, une journaliste américaine du nom de Betty Renner va venir à Nassau pour tenter d'enquêter et de résoudre l'affaire, et on va retrouver son cadavre dans un puits. Donc, l'affaire non plus ne sera jamais résolue. Pour ce qui est de Nancy et du comte de Marigny, ils vont se séparer en 1945, divorcer en 1949, et plus tard, Nancy va avoir une relation longue avec l'acteur britannique Richard Green, avec qui elle va avoir une fille. Et finalement, en 1952, elle va épouser le baron Ernst Lissard von Heuningen-Höhen. Êtes-vous surpris si je vous dis que c'est un Allemand? Et avec qui elle va avoir un fils avant leur divorce, eux autres aussi, en 1956. Bref, ça ne sera pas une vie très heureuse qu'elle va avoir après ça. Toujours est-il que le meurtre de Sir Harry Oakes, n'est toujours pas résolu aujourd'hui, en 2020. Et le sera vraisemblablement jamais, parce que quand la scène de crime date de 1943, on sait qu'il y a longtemps on sait que les premières 48 heures sont cruciales la plupart du temps dans la résolution d'un crime. Et dans son cas, on a passé 36 heures à faire une enquête bâclée qui aboutissait sur rien. Donc, on peut penser que qui que ce soit, ils s'en sont sauvés
C'est facile aussi de penser que Meyer Lansky puis Lucky Luciano, ils badinaient pas avec l'opposition. C'est ça qu'on... Définitivement, fait que on penche beaucoup de ce côté-là. Ouais. Les nazis qui n'étaient pas des enfants de cœur non plus, mais peut-être ça n'aurait pas servi tellement leurs intérêts. C'est ça, le lien est moins direct, en tout cas, dans leur cas. Le lien est plutôt politique avec justement le duc de Windsor, entre autres. Et puis, alors qu'avec le cas de la mafia, on sait qu'on connaît l'expression « une offre qu'on ne peut pas refuser ». C'est peut-être ce qu'on avait fait à Harry Oak, c'est peut-être qu'il l'a refusé quand même avec les résultats qu'on peut voir. Qu'il soit canadien, américain ou, alors à ce moment-là, britannique, citoyen de Nassau. C'est parce qu'à Nassau, c'est collé sur Miami, et Miami commençait à l'époque à être une plaque tournante au niveau du crime, parce que ça nous permettait, c'est tout ce qu'il y a de plus près de Cuba. Et exact. Cuba, c'est là que la mafia s'installait à l'époque, dont ils ont été chassés avec la Révolution en 1959 et sont retournés à Miami. Et puis les casinos étaient aussi la poule aux œufs d'or pour le crime organisé. Exactement. Et ils étaient encore interdits dans beaucoup d'États américains à l'époque. Alors, d'où l'idée d'en faire un à Nassau. Ça prend 1h30 de bateau de Miami à Nassau. Alors, ça aurait été idéal pour les touristes de Miami d'aller jouer au casino aux Bahamas. Bien sûr, ils ne pouvaient pas savoir que plus tard, il y aurait des casinos tout près de Miami, sur la réserve indienne des Indiens Séminoles. Mais ça, bon, c'est une autre histoire déjà. Oui. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Nos sujets n'avaient pas grand-chose en commun, mais ça nous fait... Mais quand même, à part le fait... La connexion un petit peu avec l'histoire du Canada dans le chemin de fer et les mines, dans un cas, les mines d'or. Alors voilà, ça termine notre émission pour ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Restez à l'écoute de TVCBF et c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Histoire à dormir debout.